Bonjour, je suis Paul Bourdois et depuis 15 ans, j'évolue dans l'univers feutré et souvent discret de la gestion privée, gestion de fortune ou gestion de patrimoine au choix. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des centaines de personnes pour parler d'argent, pour parler de leur argent. Et je me suis rendu compte que chacun entretenait un rapport très particulier avec l'argent, qu'au-delà de la quantité, c'est la valeur qu'on y met qui change tout. Évidemment, le sujet est aussi universel qu'intime, parfois tabou, et charrie avec lui le rapport à l'argent de nos parents, de nos grands-parents et même des générations précédentes. On est finalement tous des héritiers et pas seulement financiers. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de France SCPI, un site qui propose d'investir simplement dans la pierre papier, et je vous propose ce podcast, Gling. Échanger avec des personnalités sur leur rapport à l'argent, retraçant la route de l'enfance pour atteindre les premiers souvenirs qui rapportent à l'argent quand la pièce tombe dans la tirelire, Gling. Gling, c'est le podcast qui parle d'argent sans parler d'argent. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir une personnalité connue dans le monde entrepreneurial, que j'admire donc forcément, qui partage avec moi une qualité, celle d'être breton, et cela va peut-être avoir une influence sur les réponses que tu vas me donner. J'accueille aujourd'hui Ronan Lemoyle, ex-directeur général du Crédit Mutuel Arkea, et cofondateur et dirigeant actuellement d'une société nommée Épopée Gestion. Tout un programme, mais je vais te laisser te présenter par le prisme que tu souhaites. Bonjour Ronan Lemoyle. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien. Un peu stressé, je dirais, impressionné d'être devant toi. Il n'y a pas de raison. Alors, par quel prisme veux-tu te présenter ? Écoute, je dirais qu'en fait, pour me présenter, j'ai pris un angle un peu différent de celui que je prenais il y a quelques années maintenant. Je dirais que je commence d'abord par le côté perso aujourd'hui, en disant que je suis quelqu'un qui est breton d'origine, comme mon prénom et mon patronyme le traduisent assez aisément. Oui. Quelqu'un qui a des attaches avec sa région, la Bretagne, le Grand Ouest, la pointe du Finistère en l'occurrence, très très forte. Et aujourd'hui, donc, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'ai le plaisir, en tout cas j'espère avoir ce plaisir d'être aujourd'hui un entrepreneur dans la finance, qui a des sujets qui m'a beaucoup, non pas hanté, mais j'ai toujours été admiratif des entrepreneurs et j'ai toujours voulu moi-même entreprendre. J'ai eu la chance de diriger des très belles maisons, dont le groupe Crédit Mutuel Arkea dont tu parlais tout à l'heure. Mais j'avais envie de sauter le pas et donc maintenant je suis quelqu'un qui à la fois cherche à développer une belle entreprise, Épopée Gestion, et qui cherche à le faire au service de sa région, une région que j'aime beaucoup, le Grand Ouest en l'occurrence. Alors ça fait beaucoup d'informations. Tu te considérais pas comme entrepreneur auparavant au Crédit Mutuel Arkea ? Écoute, je dirais que l'esprit d'entrepreneur, l'envie de bouger les lignes, de mener des projets, d'essayer de défricher des terrains nouveaux, ça j'ai toujours eu ça en moi. Je pense vraiment que ça fait partie de ce que je suis. Par contre, pour moi, entreprendre, c'est une dimension supplémentaire. C'est une dimension consistant globalement à partir de zéro, ou presque en tout cas, pour ensuite prendre son risque, comme on dit, c'est prendre son risque y compris financier, c'est-à-dire en investissant son propre argent pour développer l'entreprise. Et ça, je ne l'avais pas dans le groupe Crédit Mutuel Arkea. J'avais bien sûr beaucoup de latitude pour entreprendre, pour faire des choses, des équipes extraordinaires, mais j'avais aussi la force de frappe d'un groupe qui est le groupe Crédit Mutuel Arkea, qui est quand même une très très grande banque, et je n'avais pas mon risque personnel. En tout cas, je ne mettais pas mon argent personnel en risque. Non pas que je ne faisais pas attention à ce que je faisais, bien entendu, je faisais très attention, mais ce n'est pas la même chose. Donc entreprendre, c'est à la fois mener des projets et avoir cet esprit que j'ai toujours eu, je crois, mais c'est aussi prendre un risque, y compris financier. Ok, et donc Épopée Gestion, donc aujourd'hui on comprend que tu es dans une épopée finalement, là ça y est, c'est parti, tu as sauté le grand pas. Qu'est-ce que fait Épopée Gestion, si on peut en dire 2 mots ? Épopée Gestion, alors on pourrait dire que c'est une société de gestion, mais moi je ne le définis pas comme ça. Je dis que c'est une entreprise qui a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs du Grand Ouest dans leurs besoins, qu'ils soient en capital pour financer leur entreprise, pour financer leurs actifs de bureaux, d'exploitation, pour éventuellement financer les infrastructures technologiques ou bas carbone qui vont contribuer à développer la région d'un point de vue économique, et pour tout simplement être la solution du financement des entreprises du Grand Ouest, avec ce petit supplément d'âme qui est le nôtre, qui consiste à avoir des gens dans la boîte capables d'accélérer, comme on dit, les entreprises, donc d'apporter du support opérationnel. Donc on se définit souvent comme étant une société de gestion ou un fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs, ce qui pour nous est assez différent. Parce que ça veut dire qu'on ne se contente pas, et c'est pas un mal de le faire, uniquement d'investir. On veut aussi avoir un impact réel sur les participations qu'on prend, c'est-à-dire être aux côtés de l'entrepreneur pour l'aider à grandir au-delà de l'argent qu'on est capable de mettre dans sa boîte.
Et moi, en tant que particulier, si j'ai envie d'investir dans le fonds Épopée Gestion, est-ce que c'est ouvert? C'est possible. En fait, on a 5 fonds aujourd'hui, parce qu'on n'a pas qu'un Mhm. fonds, on en a 5. On en a 2 dans ce qu'on appelle le venture capital. On en Mhm. a un en capital investissement, donc plutôt côté PME. On en a un en immobilier. On en a un en infrastructure. Et on en prépare quelques autres là, prochainement. Mais effectivement, si je suis particulier, je peux investir des tickets qui vont aller, on va dire, de 30 000 à certains plusieurs millions d'euros dans nos fonds. Ce sont des fonds qui sont majoritairement investis par des institutionnels, donc des assureurs, des banquiers, des asset managers. Mhm. Mais bien sûr, on est très demandeur d'avoir les entrepreneurs à nos côtés, pas seulement pour l'argent qu'ils apportent, mais aussi parce que ces gens qui investissent chez nous sont souvent, comme je le disais à l'instant, les entrepreneurs qui veulent y trouver un supplément d'âme consistant à pouvoir apporter leur propre savoir-faire. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de l'argent et remonter un peu le temps. Tu parlais de la Bretagne. Donc, en préparant cet entretien, on a évoqué souvent la Bretagne. Et donc, toi, tu as grandi au bout du bout, Penarbed. Ouais, pratiquement au bout du bout. Ouais. Je suis né à Brest même, diraient certains. Donc, je suis né à Brest. Effectivement, j'ai fait une grande partie de ma vie jusqu'à la terminale et la prépa. Puis ensuite, j'ai migré un petit peu à Paris pour mes études. J'y suis revenu très vite, puis je suis revenu juste après mes études pour intégrer ce qui s'appelait le groupe CMB à l'époque. Donc effectivement, j'ai un attachement viscéral avec cette région, pour des raisons que tout le monde comprendra aisément. Ouais. Et comment... Donc tes parents sont originaires de Bretagne, ils n'ont pas migré à un moment donné. Non. Est-ce que, si on parle d'argent, puisque c'est le sujet, est-ce que chez toi, on parlait d'argent? Quel rapport tes parents avaient à l'argent? Est-ce qu'ils étaient en phase eux-mêmes, tous les deux? Comment ça se passait? Si je voulais le dire d'un trait d'humour, je dirais que mes parents ont eu un rapport à l'argent qui était quelque part un rapport avec leur banquier un peu compliqué, parce que je suis d'une famille qui est assez modeste, dans laquelle, on va dire, les fins de mois étaient parfois un peu compliquées. Alors, non pas que je ne suis pas en train de faire un Zola, j'ai pas une vie malheureuse, j'ai une vie très heureuse au contraire, baignée d'amour, et on avait vraiment une famille qui était très soudée, qui était très forte. Par contre, l'argent chez nous c'était un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on avait un peu de mal à imaginer la fin du mois. Quand le 20 du mois se profilait, on était déjà à se dire comment on va faire pour finir les 10 derniers jours. En tout cas, mes parents étaient dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est-à-dire que l'argent, ça a toujours été un sujet qui était, si je fais un peu la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'on essayait de satisfaire les besoins élémentaires, et puis ensuite on essayait d'aller un peu plus haut, et mes parents le faisaient surtout pour leurs enfants. Ils essayaient surtout leurs enfants, pas seulement des besoins alimentaires couverts, mais un peu plus que ça, en nous permettant d'accéder à des choses auxquelles eux n'avaient pas eu accès. Mais c'était un rapport compliqué, l'argent, chez mes parents. Alors, sans faire de psychologie de comptoir, est-ce que tu penses que tu as pris une revanche justement en allant dans ce milieu bancaire? Est-ce que tu aurais été dans un autre milieu si tu n'avais pas connu... Je pense pas. Après, c'est toujours pareil. J'ai jamais fait d'introspection aussi poussée qui permettrait de comprendre des actes banqués, on va dire. Mais j'ai pas en tout cas de manière consciente, non, clairement. C'est pas ça l'esprit. Il y a un petit clin d'œil intéressant, effectivement. C'est-à-dire que, comme j'ai eu le coutume de le dire, et ma mère est rentrée plus souvent chez le banquier en pleurant qu'en souriant. Oui. Et son fils a fini dirigeant d'un groupe bancaire. Donc c'est un petit, je sais pas si c'est un pied de nez à l'histoire, mais c'est un petit côté rigolo. Mais je l'ai pas fait pour ça, en tout cas, certainement pas. Et tu en es sorti en souriant du Crédit Mutuel Arkea? C'est une expérience incroyable. Moi, au-delà de diriger, parce que j'y suis rentré en culotte courte, j'y suis rentré à 23 ans, sortant de l'école à peine. J'avais fait 6 mois chez Ernst & Young avant, à Paris, et j'y suis rentré, je me rappelle comme c'était hier, un 4 juillet 1995, donc ça date un petit peu. J'ai fait 23 ans de carrière en gravissant à peu près tous les échelons de la maison, jusqu'à en devenir directeur général en 2008, et diriger ce groupe pendant une douzaine d'années aux côtés de Jean-Pierre Denis, qui était président du groupe. Oui. C'est forcément un bout de carrière important. Parce que quand j'ai quitté Arkea, j'ai fait passer plus la moitié de ma vie, si je raisonnais globalement. Je suis parti à 47 ans, donc tu vois, 23 ans, c'est à peu près ça. Mais surtout, c'était une tranche de vie incroyable. J'ai fait des rencontres qui resteront à jamais gravées en moi, à tous les niveaux. J'ai mené des projets avec des équipes incroyables. C'est une maison pour laquelle j'ai une affection particulière. C'est quelque chose qui restera en moi pour toujours. Et pas juste pour les quelques sujets que je pourrais raconter, qui sont quelques succès qu'on a pu avoir ici ou là. J'espère qu'on en a eu quelques-uns. Mais surtout pour le rapport humain que ça m'a apporté, pour encore une fois, les belles rencontres que j'y ai faites. C'est magique pour moi. Quand tu dis belles rencontres, c'est des gens qui t'ont donné ta chance, qui t'ont confié des projets importants. Oui, c'est ça. En fait, moi, je dis souvent, alors maintenant, j'arrive à 50 ans, donc je peux me permettre de dire que je peux commencer à transmettre un petit peu. Oui. Et je dis souvent à ceux qui rejoignent l'Épopée Gestion, ou à ceux que je croise, plus jeunes que moi, sans donner de conseils, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs, comme on dit, mais je dis en tout cas, il y a un truc que moi j'ai retenu, c'est qu'il faut laisser sa chance à la rencontre dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais traiter celui qu'on croise ou celle qu'on croise en se demandant si oui ou non ça vaut la peine de discuter 5 minutes avec lui. Il faut celui qui vous sollicite, il faut lui parler, il faut échanger avec lui, il faut celui ou celle.
Il faut voir si ça ne peut pas donner des grandes aventures derrière. Et moi, j'ai eu cette chance, effectivement, pendant que j'étais chez Arkea notamment, d'abord de rencontrer celui qui m'a fait rentrer, donc, qui était quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Ouais. Derrière, de rencontrer plein d'équipes avec qui j'ai fait des projets extraordinaires, de rencontrer Jean-Pierre Denis, qui m'a donné ma chance en 2008, mais de rencontrer des gens comme Céline Lazorde, qui a fondé Litchi Mangopé, d'y rencontrer Frédéric Mazella, Pierre Kousko-Morizet, Jean-David Chamboredon, Catherine Barba, Christian Rouleau, Louis Leduf, plein d'entrepreneurs dans différents domaines, que ce soit le digital ou des capitaines d'industrie, qui sont des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire ce que j'ai fait après, qui quelque part sont, comme dit toujours, on est un peu je crois que c'est Mathieu qui dit ça, on est un peu la moyenne des gens qu'on rencontre, tu vois. Donc effectivement, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je veux croire que je me suis un peu enrichi, donc, au sens financier, mais au sens personnel, au contact de ces personnes-là. Donc oui, ça a été très important pour moi. Ok. Si on revient à ton enfance, puisque c'est le but, c'est de comprendre un peu ton cheminement avec l'argent, c'est ce que propose le podcast. Il y avait entre guillemets un problème d'argent. Enfin, bon, en tout cas, c'était un sujet délicat. Est-ce que vos parents vous le faisaient ressentir? Est-ce qu'ils vous préservaient de tout ça? Comment ça se passait? Et tu parles tu as des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, ouais. Tu as 2 sœurs. Est-ce que vous avez un rapport à l'argent? Est-ce que vous avez perçu cette période de la même manière? Comment tout ça s'articule? Je pense pouvoir dire qu'on a été protégés par des parents qui ne voulaient pas... En fait, nous avons des parents, parce que je ne suis pas le seul, j'ai 2 sœurs aussi concernées, qui n'ont jamais voulu que notre origine sociale, au sens financier du terme, j'entends, soit un frein à quoi que ce soit. Moi, j'ai des parents qui avaient les moyens qu'ils avaient, mais qui, par contre, avaient une formidable envie pour leurs enfants, du meilleur pour eux. Le meilleur ne veut pas dire forcément, d'ailleurs, faire ce que j'ai fait. Mes sœurs ont fait des choses totalement différentes, mais qui voulaient que notre possibilité de nous réaliser dans notre vie, peut se réaliser professionnellement, mais on peut aussi se réaliser dans sa vie personnelle, ne soit pas limité par des sujets qui soient la condition sociale qui était la nôtre. Donc, jamais on a souffert de ça. J'ai même envie de dire que parfois, quand j'y repense, je me dis que mes parents ont fait parfois des choses incroyables pour nous qui ont sans doute coûté beaucoup pour eux, coûté au sens, les ont privés eux-mêmes de faire des choses pour eux. Ouais. Comme tous les parents, ils nous ont toujours dit que c'était naturel de le faire, normal, et que, bien entendu, il n'y a pas à les remercier pour ça. Mais oui, on en a été assez préservés, et je crois qu'ils nous ont permis, dans des registres qui n'ont rien à voir les uns les autres, de tracer notre route, de dire, je ne crois pas avoir identifié de réels freins qui étaient mis au travers de notre route parce que nos parents n'avaient pas les moyens. Alors bien sûr, est-ce que c'est plus compliqué? C'est sûr, quand tu dois financer des études supérieures et que tes parents n'ont pas beaucoup d'argent, il faut aller le chercher, l'argent. Et donc il faut se bouger pour ça. Et je me suis bougé, ils se sont bougés avec moi, on a réussi. Mais voilà, je ne pense pas, jamais je les ai entendus dire, cette voie-là n'est pas possible pour vous ou pour toi, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Et tes sœurs sont dans un domaine financier? Non, pas du tout. Rien du tout. Elles ont une vie totalement différente de moi. Elles sont super épanouies, super heureuses dans leur vie. Mais ce que je vais dire là n'est absolument pas un jugement de valeur. Je ne pense pas que ce soit c'est pas des personnes qui voulaient faire carrière au sens où on pourrait l'entendre, mais qui sont heureuses, qui ont une famille, des enfants et qui sont épanouies, ce qui est le plus important, je pense. Oui, bien sûr. Elles sont en Bretagne. Elles sont en Bretagne. Ça joue à l'épanouissement. Exactement. C'est quoi ton premier souvenir concret avec l'argent en tant qu'enfant? Je posais la question à Jamy, qui a été le premier invité du podcast, et qui me disait, en tout cas qui me faisait entendre que son premier souvenir d'argent, c'est avec son frère qui, à la fête foraine, dépense tout l'argent qu'il a dans sa tirelire pour aller dans les attractions. Ça peut être n'importe quoi. Non, moi j'ai 2 souvenirs qui me remontent à l'esprit spontanément. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, j'en fais toujours beaucoup, et je faisais beaucoup de vélo. Et pour ceux qui s'intéressent un peu, et c'est encore plus vrai maintenant qu'à l'époque, le vélo c'est un sport qui est quand même assez cher, parce que ne serait-ce que s'acheter un vélo c'est plus cher qu'une paire de baskets. Je n'ai pas besoin de faire une démonstration en 3 épisodes. Et pour autant, je me rappelle un des premiers vélos que mes parents m'ont offert qui coûtait, quand je me repense, une somme assez astronomique aujourd'hui. Et je me rappelle mes parents ne pas hésiter au moment où il fallait le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui, avec le recul, m'a beaucoup marqué. Puis le deuxième sujet, c'est le jour où j'ai fait mon prêt étudiant pour rentrer à HEC. C'est le Crédit Mutuel de Bretagne, d'ailleurs, c'est assez marrant quand j'y repense, qui m'a prêté cet argent. Et j'y repense pourquoi? Parce que ça fera sourire ceux qui nous écoutent. C'est que c'était en 1992, et donc j'ai dû faire un crédit, alors je pense que c'était en francs, qui devait être de 100 000 ou 150 000 francs à l'époque. Et les taux étaient à 10% à l'époque. Et donc j'ai fait un différé, quand j'y repense, mais donc moi qui suis un financier, un différé de 5 ans pour ensuite commencer à rembourser. Et je me dis qu'un différé de 5 ans à 10%, ça fait cher le crédit à rembourser à la fin. Donc voilà un peu les 2 souvenirs un peu marquants, ou le premier souvenir, tu vois, l'un à 14-15 ans et l'autre à 19 ans.
Et alors, je pense que le CMB est content de t'avoir harponné, puisque c'est un peu le but, j'imagine, d'avoir des futurs talents en tant que client, et en plus, il t'a eu en tant que salarié. Peut-être que ça a un rapport. Ouais, non, ça va. Non, je pense qu'en tout cas, ce que faisait à l'époque cette agence qui était là, c'est marrant, c'est l'agence qui est dans la même ville que là où est le siège du groupe Arkea, au Relais-Queurion, pour ceux qui se situent à peu près, tout à la pointe du Finistère. Ouais. Et donc, je me rappelle très bien que le directeur de l'agence, en l'occurrence, qui avait fait ce crédit avec mes parents et moi, était heureux effectivement de permettre à quelqu'un de sa ville d'aller faire des études supérieures à Paris, dans une école qui avait une certaine renommée, et de me permettre de mettre le pied à l'étrier. De là, je pense qu'il va être vivant toujours si l'on en parlait aujourd'hui, ce qu'il imaginait à un seul instant, qu'un jour je pourrais être le directeur général du groupe qui finalement m'a prêté de l'argent pour me mettre le pied à l'étrier, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un beau clin d'œil. En tout cas, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Tu parles des origines modestes de tes parents. Et donc, je comprends que toi, tu es parti, tu as fait des études supérieures qui sont pas forcément, qui collent pas aux origines modestes que tu peux avoir. Comment ça s'est passé ? Parce que, en fait, la question sous-jacente, c'est est-ce que tu t'es construit dans la continuité de ce rapport à l'argent qu'avaient tes parents, c'est-à-dire plutôt distant, volontairement ou pas d'ailleurs. Toi, est-ce que tu as fait l'inverse ? Est-ce que tu t'es dit, je vais me venger ? Ou alors, est-ce que tu t'es dit, non, moi, j'ai envie d'aller dans ma voie et tant mieux si je gagne de l'argent, mais c'est pas le moteur. Enfin, comment tout ça s'est goupillé ? C'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à mes... je te parlais de vélo tout à l'heure, jusqu'à mes 18 ans, moi, et toujours aujourd'hui, j'étais un passionné de vélo, et tu le sais sans doute, puisqu'on est... Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Quand on est jeune et qu'on se débrouille pas trop mal dans un sport, ce qui était mon cas, on s'imagine peut-être passer le stade du dessus, devenir professionnel, alors que les gens raisonnables qui atteignent mon âge savent qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais quand on a 17-18 ans, on imagine que, bien sûr, on va y arriver. Donc moi, j'étais dans cet état d'esprit, ce qui veut dire que je me débrouillais bien à l'école, mais je forçais pas trop mon talent, si on peut parler comme ça. Et donc, en terminale, j'étais dans une voie qui était une voie techno à l'époque, qui n'était pas vraiment une voie qui orientait vers des études très longues, en tout cas. J'ai un ou deux de mes profs qui ont demandé à me parler à moi, mais aussi à mes parents, en leur disant, écoutez, votre fils, on pense qu'il a quelques qualités, il suffirait peut-être qu'il s'y mette un peu plus et ça pourrait peut-être changer le cours de son parcours. Et je me rappelle très bien mon père me dire cette chose qui, avec le recul, me paraît pétrie de bon sens, mais que j'ai trouvé dur à entendre à l'époque, c'est qu'il m'a dit, écoute Ronan, c'est super ce que tu fais dans le sport, tu te débrouilles bien, tu as des bons résultats, mais moi je pense que tu ne feras jamais un professionnel dans le vélo. Il dit, c'est dur à dire peut-être, mais c'est la réalité. Je vois autour de toi des gens dont on voit qu'ils pourraient devenir des champions, et toi on voit que tu as un très bon niveau, mais ça ira pas au-dessus. À l'inverse, on entend tes profs dire que peut-être tu peux, et c'est quand même ce qui assure une stabilité dans la vie, accéder à des études supérieures qui donneront possibilité de faire autre chose. Et c'est ça qui a été un peu un révélateur pour moi, c'est cette espèce de coup de pied aux fesses que je me suis pris. Mon père qui m'a dit ça, mes profs qui m'ont dit allez-y, investissez-vous, travaillez, vous pourrez y arriver, notamment en rentrant dans une prépa, ce qui était un sujet qui était inconnu chez nous. On ne savait pas ce que c'était qu'une prépa HEC, encore moins HEC, pardon. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, ce sont des professeurs qui m'ont dit, il y a un truc à faire pour votre fils, il faut juste qu'il s'y mette un peu plus. Et à partir de là, je pense que ce qui a été mon moteur, c'est pas une revanche, c'est pas l'argent. Absolument pas, j'ai pas pensé à ça. Je pense que je suis un compétiteur dans l'âme. Je pense que ce que j'aime, c'est la compétition. Et je pense que j'ai trouvé une autre forme de compétition au moment où mon père a dit que celle que j'imaginais pour moi dans le sport tout court était une voie dans laquelle je réussirais sans doute pas. Alors, vrai, pas vrai, j'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que s'il était encore là aujourd'hui, parce que malheureusement, mes parents sont décédés, je pourrais dire qu'il a eu raison 1000 fois. Voilà, donc, je pourrais lui dire merci d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et tu aurais pu lui dire, on va pas être vulgaire, mais tu aurais pu aller à contre-courant de ce qu'il te disait et lui prouver aussi que tu pouvais être champion, cadet, j'en sais rien, quel âge, peu importe. Mais ça aurait pu être l'inverse aussi. Ça aurait pu piquer en toi une envie de lui prouver. Oui, mais en fait, j'avais un immense respect pour mes parents et pour ce qu'ils véhiculaient comme valeurs, puisque j'ai des parents qui ont toujours véhiculé des valeurs de courage, d'abnégation, d'humilité, de plein de belles valeurs. On trouve des belles valeurs dans la vie. Et donc, je leur faisais confiance. Je n'ai jamais imaginé un seul instant. C'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait réfléchir maintenant. Je n'ai jamais pensé comme ça. Quand il me l'a dit, ça m'est paru évident. Je me suis dit, avec le recul, quelqu'un qui est capable de dire ça à son fils. Quand tu es peut-être parent, moi je suis parent aussi. Oui, j'ai 2 enfants. Quand tu es parent, tu n'as pas envie de blesser tes enfants par définition. Ce que tu veux pour eux, c'est le meilleur dans ce qui les intéresse.
et tu es prêt à les pousser à fond pour ça. Si un jour tu es capable de dire à un de tes enfants, cette voie dans laquelle tu veux aller, ça le fera pas, c'est pas pour lui faire du mal, c'est parce que tu en as l'intime conviction. Et à l'inverse, si tu lui dis qu'il y a une autre voie possible, c'est que tu sais que tu vas être derrière eux. Et moi, j'ai vécu ça comme ça, je pense, avec le recul. J'ai entendu ce message de mon père comme étant à la fois dur. Il peut pas ne pas me le dire s'il le pense pas sincèrement. Et si à l'inverse, il me dit qu'il y a une voie dans laquelle je peux aller, c'est qu'il y croit vraiment. Et donc, c'est comme ça que j'ai réagi. Je me suis dit, il faut y aller, quoi. Donc, c'est évident. Je comprends. Comment tu as fait un prêt pour financer tes études. C'est des études qui coûtent cher. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai envie de tirer sur le fil pour savoir, et surtout de parler peut-être de tes professeurs. Alors là, on sort complètement du cadre de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour tes professeurs? C'est incroyable. Écoute, moi, d'abord, j'ai eu en prépa, parce que ça s'est passé comme ça, je suis rentré en prépa après la terminale, pour le coup, en prépa HEC. J'ai eu des profs hallucinants au sens qui ont été une petite prépa, c'est une petite prépa à la Pointe de Brest, dans un lycée qui a beaucoup souffert les intempéries derniers, là, et qui en fait était une prépa de 20 personnes, on était 20 dans la prépa. Okay. Et j'ai eu des profs, profs de maths, profs de philo, profs de français notamment, profs d'espagnol, qui ont été des gens qui assez vite ont confirmé ce qu'on imaginait, c'est-à-dire si je me mettais un peu, ça pouvait marcher. Ouais. Et j'ai notamment un souvenir assez incroyable, c'est que donc, quand tu passes les écoles de commerce, c'est toujours pareil aujourd'hui, tu as des écrits qui durent une petite quinzaine de jours, puis après tu as un petit SAS qui dure quelques semaines, et puis l'admissibilité et les oraux éventuellement, et les épreuves orales. Et donc je me rappelle toujours que le matin qui a suivi la dernière épreuve, le lundi matin, donc qui suivait le samedi où était la dernière épreuve des écrits, ma mère est venue me réveiller en me disant à 8h, en me disant il y a quelqu'un ton prof de maths veut te parler. C'est très bizarre, mon prof de maths m'appelle chez moi. Et donc, faut se rappeler, on est en 1992, il n'y a pas de téléphone portable, donc il appelle sur un téléphone fixe, donc il s'est forcément renseigné auprès du lycée, quel était bref, peu importe. Et donc il me dit, écoutez, Ronan, il faut que vous veniez au lycée dans 1 heure, on va commencer à préparer l'oral d'HEC. Parce qu'il y a le HEC, il y avait notamment les profs de maths, profs d'économie, etc. Et donc j'ai des profs qui, en maths, en éco, en philo, en français, ont passé du temps avec moi pendant cette période, au-delà du temps qu'ils avaient passé avec moi avant, pour simplement, alors que ça ne leur rapportait rien, si on revient sur le terrain financier, me donner cette chance de rentrer dans cette école à laquelle... Et d'ailleurs, c'était à la fois... J'étais admiratif de voir ça, et puis en même temps, c'était une preuve de confiance assez incroyable, parce que moi-même, j'ai me demandé si ça allait marcher ou pas. Donc j'ai un souvenir assez hallucinant de cette période où j'ai eu des gens qui d'ailleurs, dont je suis resté assez proche, puisque pendant très longtemps, j'ai échangé, encore aujourd'hui, avec mon prof de philo, les vœux avec eux, mon prof de maths également. J'ai une affection, je pense peut le dire comme ça, particulière pour eux, et une reconnaissance sans borne pour des gens qui ont changé ma vie, c'est peut-être un grand mot, mais quelque part donné une orientation à ma vie professionnelle qui a quand même conditionné beaucoup de choses ensuite derrière. Donc voilà, donc je suis éternellement reconnaissant. Ouais. Je comprends du coup ta philosophie sur la rencontre qui est importante. Exactement. Est-ce que, moi j'ai envie de te demander, est-ce que tu leur as déjà posé la question pourquoi vous m'avez aidé, pourquoi moi? Parce que des élèves qui ont du talent, il y en a plein. Enfin en tout cas il y a des gens qui peuvent y arriver, mais pourquoi? Non, j'ai jamais posé la question en ces termes, c'est vrai, c'est une bonne question. Je pense vraiment, j'imagine en tout cas qu'ils aient identifié un vrai potentiel. Je pense qu'à l'époque, dans ces prépas qui récupéraient entre guillemets quelques personnes qui faisaient des voies techno, il y avait besoin de montrer que c'était possible d'intégrer des très grandes écoles. Donc ils voyaient un cas d'école entre guillemets, alors c'est pas péjoratif, un cas d'école peut-être dans la petite personne. Et puis je pense que c'était des gens remarquables simplement. Je pense que c'était des gens, des profs qu'on aime en avoir, des profs qui sont là pour transmettre. C'est pas le cercle des poètes disparus, mais tu vois, c'est quand même ça, c'est la beauté de transmettre, d'apprendre, de donner envie. Enfin, moi, en prépa, beaucoup de gens disent qu'ils ont trouvé ça difficile, dur. Oui, c'est dur, mais moi, j'ai des souvenirs incroyables. J'ai une soif d'apprendre qui est née là-bas, qui était incroyable. C'est de là que je tiens aujourd'hui encore ma curiosité sur plein de sujets que j'avais peut-être moins aiguisé avant. Donc voilà, c'est des gens, je pense, qui tout simplement avaient envie d'être, qui étaient des profs au sens premier du terme pour moi. C'est des gens qui ont envie de transmettre et qui donc ont envie d'aller jusqu'au bout, qui ont identifié quelqu'un qui peut-être, j'imagine qu'il y avait un peu de ça, en tout cas montrer une soif d'apprendre et de réussir très forte. Ça devait se sentir. Ouais. Et donc ils se sont dit ça vaut le coup, quoi. Donc, est-ce que en prépa, donc après ta prépa, tu as eu
HEC, la prestigieuse HEC. Est-ce que tu t'es senti un peu en décalage peut-être avec d'autres élèves qui venaient de milieux plus favorisés? Est-ce que c'est quelque chose qui, si ça a lieu, t'a dérangé? Comment tu t'es senti venant d'origine plus modeste, peut-être ouvrière? C'est une bonne question. Je vais te répondre dans le détail avec 2 illustrations, mais je vais donner une illustration du sujet. En fait, c'est comme quand tu te retrouves pour la première fois, quand ça t'arrive en tout cas, à inviter un dîner dans lequel il y a 3 fourchettes, 3 couteaux, tu sais pas par quoi commencer. Moi, globalement, c'était à peu près ça. Et donc, j'ai 2 souvenirs. Le premier, c'est quand j'arrive pour passer les oraux de la HEC, donc avant de rentrer à HEC. Donc, quand j'y repense, c'est marrant, j'ai pris un train couchette, ça existait encore à l'époque, de Brest, pour arriver à Versailles-Chantier le lendemain matin à 8h. J'avais pratiquement jamais mis les pieds à Paris, je crois, de mémoire. Donc j'avais quand même 19 ans. Tu vois. Aujourd'hui, quand je vois ça, ça paraît surréaliste à ceux qui les écouteront peut-être, mais c'est la vérité. Et donc je suis allé à HEC. Et donc je suis déjà arrivé dans un monde où tout le monde était là, passer les oraux. Plein de gens qui venaient de lycées très prestigieux, Le Grand, Ginette, Hoche et pas mal d'autres, qui se connaissaient tous. Et moi, j'étais le seul arrivant du fin fond de la Bretagne, de mon lycée, etc. Donc, et d'un milieu qui était assez décalé. Donc vraiment, ça a été, parce que ça dure 3 jours, en tout cas ça durait 3 jours à l'époque, les épreuves d'HEC, tu dors sur le campus, etc. Et j'ai à la fois trouvé des gens très sympas qui ont soit venus nouer le contact assez vite avec moi, et puis en même temps, j'étais pas forcément très à l'aise. Donc ça, c'est le premier souvenir. Mais ça m'a pas... heureusement, j'ai pas perdu tous mes moyens, ça s'est bien passé, la preuve, j'ai réussi à intégrer. Puis, deuxième chose, c'est quand tu rentres dans l'école, effectivement, et tu te rends compte au fur et à mesure qu'il y a objectivement un décalage, notamment financier, ce qui n'est pas un jugement de valeur, mais effectivement, moi, je comptais les francs à l'époque, et j'avais des gens, et tant mieux pour eux d'ailleurs, mes enfants sont comme ça aujourd'hui, qui comptaient beaucoup moins. Et donc, j'en étais pas jaloux, mais ça me faisait montrer à quel point, et c'est pour ça que je parle beaucoup de ces sujets-là aujourd'hui, il peut y avoir... des barrières, y compris psychologiques, pour l'accès à ces grandes écoles, compte tenu du décalage social, on va dire. Et puis, ça peut-être que ça montrait également ce à quoi je pourrais peut-être accéder si jamais ça se passait bien pour moi. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu te souviens de ta première paye? Qu'est-ce que tu as fait de ta première paye? Déjà, est-ce que c'était en francs? Très bien. Ouais. C'était en francs. Alors, je ne parlais pas des payes en stage, que ça c'était autre chose, mais ma première paye, c'est au CMB, Mutuelle de Bretagne, donc fin juillet 95, sans doute, parce qu'on était payé comme toujours fin de mois. Et à l'époque, j'avais été embauché sur un salaire, je me rappelle comme c'était hier, de 165 000 francs. Donc c'est bon, il faudrait réinflater tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'années qui sont passées. Et en fait, je me rappelle me dire que c'était beaucoup d'argent. C'était une somme. Avec la femme qui est mon épouse aujourd'hui, puisqu'on vivait ensemble déjà à l'époque, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, quoi. Donc c'est un peu ça le souviens. Moi pour l'illustrer, encore une fois, sans faire Zola, je me rappelle quand même que quand on faisait les courses, nous, en région parisienne, parce que mon épouse était avec moi en région parisienne, on gardait tous les tickets de caisse et on comptait les francs qu'on dépensait tous les jours pour savoir si on resterait assez à la fin du mois. Donc le jour où tu commences à toucher ta paye et tu te dis, mais finalement, c'est royal, c'est vrai que ça a été ce sentiment, c'est de dire, on peut acheter plein de trucs, tout est possible. Donc voilà, donc j'ai eu un sentiment, je n'irais pas dire de richesse, mais de me dire, mais j'ai pas besoin de compter. De soulagement. De soulagement, c'est peut-être ça. T'as raison, c'est bon, c'est peut-être de soulagement. Voilà. Ok, et donc, alors, qu'est-ce que tu as fait de cette première paye, si tu t'en rappelles, si tu as envie d'en Oui, parler. Alors, on a commencé par louer une maison bien plus grande que celle dont on avait besoin, parce qu'on était 2, on a pris une maison dans le Nord Finistère où il y avait 5 chambres, donc autant dire qu'on n'en avait pas besoin. Puis on était très heureux d'être au bord de la mer pour se payer un truc très très grand, on s'est acheté une voiture, on a fait 1 ou 2 petits voyages. Mais en fait, c'est marrant parce que on est resté assez longtemps dans mais des voyages pas très exubérants, parce qu'on avait tellement été habitué à faire attention que tu t'imagines pas que tu vas faire beaucoup plus. Et ça s'est déridé ou débridé au fur et à mesure. Ça a mis quelques années, à ce que tu t'adaptes à ça, parce que c'est pas... j'ai pas été habitué à ne pas compter, et à dépenser de l'argent sans compter, justement. Alors, loin de dire qu'on était riche, mais pour nous, c'était beaucoup par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, on a fait des petits trucs qui peuvent paraître anecdotiques. On s'est acheté une voiture, on s'est loué une grande maison, on a construit une maison assez vite derrière. J'avais 23 ans, 24 ans, très fier de pouvoir construire la première maison. Tu vois, voilà, c'est des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a eu un sentiment de culpabilité vis-à-vis de tes parents, peut-être qui avaient eu plus de mal à joindre les deux bouts? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est emparé de toi, où tu te disais attention, il ne faut pas que je dépense, ou c'est mal de dépenser? Je parlais en introduction de tes origines bretonnes. Je te pose cette question et j'intègre cette notion parce que je sais que en Bretagne, il y a une question de pudeur aussi, où il ne faut pas trop montrer, c'est pas show-off. Oui, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop ça chez nous de base, et puis moi, c'est pas trop mon truc non plus. Donc j'essaie d'éviter. Alors c'est jamais, pas non plus se cacher pour vivre, mais bon, on considère que c'est pas, faut pas éclabousser les gens avec l'argent qu'on a. Tant mieux si on en a, et j'ai la chance d'avoir un petit peu aujourd'hui, donc tant mieux.
Et ça a plein d'intérêts, effectivement, on essaie de faire attention à ça. Culpabilité, je ne sais pas. Moi, ce que je dirais, c'est que ce que j'ai ressenti à l'époque, c'est la difficulté à la fois de bien en profiter pour soi, et puis d'essayer d'en faire profiter les autres sans non plus leur en mettre plein la figure. Parce qu'il y a quelque chose que mon épouse me rappelle régulièrement, d'ailleurs, et que j'essaye d'intégrer. Je pense qu'on est des gens plutôt, je ne sais pas s'il faut dire généreux, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on aime bien faire du bien autour de nous si on peut. Et en même temps, mon épouse me dit toujours attention, il ne faut pas donner le sentiment aux gens qu'ils existent que parce que tu peux faire pour eux. Donc, c'est pas, et je pense qu'elle a raison. Parce que je m'emballe parfois un peu. Donc, ce qui était difficile, c'était notamment vis-à-vis de mes parents, ou même de mes sœurs, parfois, c'est peut-être de dire peut-être qu'on pourrait en faire plus, mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que, tu vois, c'est un peu ambivalent. Donc, c'est pas un sentiment de culpabilité, c'est un sentiment de se dire on a bien renvoyé l'ascenseur, mais renvoyer l'ascenseur, c'est peut-être faire des choses dont les gens n'ont pas envie qu'on les fasse pour eux. Et Dieu seul sait si mes parents, comme mes sœurs d'ailleurs, ont toujours dit qu'ils vivaient leur vie, qu'ils n'avaient pas besoin de nous pour vivre la leur. Donc voilà, c'est plutôt ça qui me paraît, non pas de la culpabilité, mais plus m'avoir contrarié parfois. Si on parle de ton épouse, si tu es d'accord, est-ce qu'elle a le même rapport à l'argent que toi? Alors je prends cet exemple parce que moi je suis breton, mon épouse est toulousaine et sans rentrer dans les clichés, j'espère que les Toulousains m'en voudront pas, mais c'est des régions qui sont peut-être qui ont un rapport différent à l'argent, qui ont un rapport qui a une manière de le dépenser différemment, peut-être aussi, plus dans une culture de plaisir. Est-ce que ton épouse, est-ce qu'elle est bretonne déjà? Non, elle est lyonnaise. Ok. Est-ce qu'elle a ce même rapport à l'argent? Voilà. Alors, sans rentrer trop de secret, parce que si elle m'entendait, peut-être qu'elle ne serait pas heureuse. Elle n'a pas une femme d'argent, c'est pas une fin en soi pour elle. Elle n'a pas de désir particulier, exubérant. J'imagine qu'elle est heureuse pour vivre confortablement, en tout cas j'espère, et tout ce que ça peut apporter. Mais elle n'a pas, comment dire... Il n'y a pas de... Tu sais, on parle, je crois que c'est en microéconomie, on parle de l'effet Veblen, qui est l'effet cliquet. C'est quand tu accèdes à un niveau social supérieur, tu crantes un peu au niveau de vie. Ouais. Bon, je pense qu'elle a un peu ça, mais elle ne cherche pas obstinément le niveau de vie supérieur qui va après, derrière. Tu vois. Donc, elle n'a vraiment pas un rapport à l'argent qui soit on en veut plus, c'est génial, voilà. Donc, je peux dépenser beaucoup, c'est vraiment pas ça. Donc, okay. on a vraiment cette... Je le dis parce qu'on a cette possibilité aujourd'hui de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. On a un confort qui est intéressant, mais en tout cas, dans notre couple, on n'a aucun des deux, et surtout pas elle, en tout cas, n'essaierait d'en abuser. Ok. Je vais te poser la question, mais je crois que j'ai un peu la réponse, d'après les éléments que tu me donnes. J'allais te demander, est-ce que tu as une dépense qui te fait du bien, un plaisir coupable? Je crois que si je m'oriente vers le vélo, je ne me trompe pas trop. Alors, tu as il y en a deux sujets sur lesquels tu pourrais effectivement me poser la question. Il y a le vélo. Oui. Alors si je veux faire un petit trait d'humour, je dirais que quand j'étais jeune et que j'en faisais beaucoup, je me moquais de ceux qui, parce qu'à l'époque à 35 ans tu étais vieux, aujourd'hui heureusement on est très jeune, y compris à 50 ans, s'achetaient du très beau matériel alors que nous on avait des vélos moins bien et qu'on les larguait tous les dimanches. Et aujourd'hui c'est ce que je fais. Aujourd'hui à 50 ans j'ai la chance d'avoir un peu de sous comme je disais, donc je m'achète des beaux vélos, j'en ai plusieurs, je suis un peu fanat de matériel, etc. Donc ça j'adore. Ouais. Et deuxième péché mignon c'est le vin. Donc, je suis un fanat de vin, donc je peux faire des folies pour acheter des belles bouteilles de vin, c'est possible. C'est deux plaisirs qui ne vont pas ensemble. Enfin, en tout cas, pas en même temps. Attention. En tout cas, il faut... comment dire ? Il faut goûter le vin avec parcimonie si on veut pouvoir faire du vélo avec un peu d'efficacité. Ouais. Donc j'essaye de m'astreindre à ça. Par exemple, je ne bois pas une goutte d'alcool en semaine. Ouais. Si je prends un verre de vin ou deux, ou même trois, c'est le vendredi soir et le samedi soir. Et pas plus. Et j'essaie de faire attention à ça. Parce qu'effectivement, l'ennemi... Encore une fois, je pense que les plaisirs dans la vie sont des ennemis de rien du tout. Il faut pas en abuser si on veut avoir des performances sportives à peu près correctes. Et est-ce que ton rapport à l'argent, il impacte ta vie de famille? Est-ce que, par exemple, tes enfants, si on en parle, donc tu en as deux, oui. Tu parlais de tes parents qui avaient fait des sacrifices. J'ai noté également que tes enfants comptaient moins que toi, tu comptais à leur âge. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Et je te pose cette question parce que souvent, on voit des personnes qui rentrent complètement en opposition de ce qu'ils ont reçu, enfin de l'éducation qu'ils ont reçue, l'éducation financière, et d'autres qui, au contraire, épousent cette éducation. Donc, toi, d'accord. Comment tu... Écoute, nous, on a deux enfants déjà très différents. Sans rentrer dans le détail, on a une grande fille, Jeanne, qui est plutôt
qui aurait une fibre artistique, c'est-à-dire qui est plutôt dans le côté, qui est plutôt quelqu'un avec la musique, la littérature, etc. Donc qui n'a rien à voir avec le passé qui est le mien, qui suis capable d'apprécier les choses, mais qui suis ignare totalement, incapable de dessiner comme elle, de peindre comme elle, ou de jouer la musique comme elle. Donc elle est comme ça. Donc elle a un rapport à l'argent totalement. C'est pas une fin en soi pour elle, pour être clair. Et notre fils, lui, est un peu plus. Il aime bien l'économie, il aime bien le droit, etc. Donc voilà, il a 17 ans, il est en terminale. On peut imaginer des choses peut-être, mais c'est un peu tôt pour en parler. La réalité, c'est que si je prends au pied de la lettre ce que tu dis, ce que j'ai envie, c'est pas de leur transmettre forcément, même si j'espère ne pas les laisser dans l'embarras de l'argent, c'est pas le sujet. J'aimerais leur transmettre. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, je m'en aperçois tous les jours. Parce que on se croit prêt pour ça, mais en fait, c'est un travail qu'il faut faire à peu près tous les jours. C'est de leur transmettre l'envie de se donner au maximum pour ceux qu'ils veulent faire. Je crois que, quoi qu'on veuille faire, que ce soit être directeur général d'un groupe bancaire à un moment donné, ou faire de la musique, ou faire autre chose, il faut simplement viser le meilleur. Quand je dis meilleur, c'est pas être le meilleur, c'est donner le meilleur de soi-même. Je crois que ce qui est important, c'est de s'investir, c'est de ne pas faire les choses à moitié. Ouais, le truc que je déteste le plus dans la vie, c'est faire les choses à moitié. J'aime pas beaucoup ça. Donc je fais ou je fais pas, mais à moitié, ça n'existe pas. Dans ce qui parfois, maintenant, ça m'amène à renoncer à beaucoup de choses. D'ailleurs, parce que par définition, si tu veux faire, par exemple, même à mon âge, bien du vélo, tu fais pas beaucoup de sport à côté, parce que si on fait un petit peu. Si tu veux bien bosser, il faut s'impliquer beaucoup. Et si tu veux faire autre chose, pareil, il faut s'impliquer. Donc ce que j'aimerais leur transmettre, c'est ce que je crois, j'espère en tout cas avoir un peu en moi, c'est l'idée d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Quoi que ce soit. J'ai eu parfois, et comme tout parent peut-être, imaginé, fantasmé sur ce qu'il pourrait faire. C'est la pire des bêtises que j'ai faites d'ailleurs dans ma vie. Oui. Parce qu'il y a un truc qu'il faut avoir en tête, pour ceux qui ne l'auraient pas encore identifié, je le dis au passage, c'est que les enfants le devinent très vite. Et si c'est vraiment pas ce qu'ils veulent faire, dans le meilleur des cas, ils vous le disent tout de suite. Dans le pire des cas, ils le gardent pour eux. Et après, ça peut faire des rancœurs ou des passes un peu compliquées. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas trop projeter. Donc ça, je l'ai fait par le passé. Donc je ne fais plus ça du tout. Mais par contre, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, qu'ils aient en eux, c'est l'envie de se donner au maximum dans ce qu'ils ont envie de faire. De viser le meilleur. Je crois qu'il faut... Le meilleur, encore une fois, je distingue bien le meilleur d'être le meilleur. C'est pas la même chose pour moi. C'est vraiment pas la même chose. Il faut donner le meilleur de soi dans ce qu'on veut faire. Ça, c'est important. Et est-ce qu'ils ont fait des jobs, ou est-ce qu'ils font des jobs d'été, des jobs pas encore, étudiants? C'est vrai que j'en ai fait plus jeune qu'eux. Moi, plus jeune. Notre fille a 20 ans, elle a eu 20 ans, pardon. Et moi, je bossais à 18 ans, je faisais des jobs d'été. Qu'est-ce que tu faisais? En fait, ça aussi, c'est marrant. Il y a une boîte de sécurité qui s'appelait SPS, qui, aujourd'hui, le nom m'échappe à l'instant, un autre nom, qui s'appelait la Brinks après, bref. Et qui en fait faisait dans le port de commerce de Brest, il y avait des tankers, donc il y en a toujours d'ailleurs, des pétroliers, même si c'est moins joli de parler de ça aujourd'hui, qui venaient dans le port, et donc qui avaient besoin d'être surveillés la nuit. Donc moi, l'été, de 19h à 7h le matin, je surveillais les tankers. Et par ailleurs, dans cette même boîte, ça va te faire sourire, mais je suis sûr que c'est vrai à ceux qui nous écoutent, le groupe CMB à l'époque a toujours son siège aussi à Rollec-Curion, donc un bâtiment qui date de 1976, c'est comme ça, énorme bâtiment. Et à l'époque, dans les années 90, on faisait ce qu'on appelait l'aile ouest, qui était un agrandissement de ce bâtiment, et donc il n'était pas totalement sécurisé. Et donc il y avait un gardien la nuit qui gardait cet espace les 2 ans où les travaux ont duré. Et j'ai fait ça. Donc, de 19h à 7h le matin, j'étais rondier dans le bâtiment du CMB, qui m'a valu d'ailleurs d'aller à l'époque faire le tour du bâtiment la nuit. Il fallait faire du rond dans le bâtiment, il fallait passer dans tous les bureaux, etc. C'est comme ça que je passais dans le bureau du DG de l'époque. Donc j'ai fait ça, c'était mes premiers boulots, ça, pendant des années dans 90, 91, 92. Ok, donc tu es vraiment lié au CMB, mais oui, alors ça fait presque, les gens qui vont exécuter, ils romancent ce truc, ça n'est absolument pas romancé, c'est vrai. Mais tout comme je pourrais d'ailleurs te dire, si je veux continuer la romance, que mes parents ont vécu au-dessus de l'agence du Crédit Mutuel de Bretagne du Rollec-Curion pendant quelques années. Et que l'alarme de cette agence, qui était à l'époque une espèce de gong, je ne sais pas si tu imagines les choses en bronze, là, je vois très bien, était dans leur appartement. J'assure que c'est vrai. Donc je ne sais pas, j'irai pas faire de la psychologie de comptoir en disant que c'est tout ça qui m'y a amené, certainement pas. Je trouve ça assez marrant. Dans une ancienne vie professionnelle, j'étais amené à rencontrer des personnes pour les conseiller donc sur leur patrimoine. Et la première question qu'on leur posait, c'est des profils un peu assez atypiques, ça les déstabilisait. Et on leur demandait, pour vous, avoir de l'argent, ça veut dire quoi? On laissait, c'est une question ouverte. Et il y avait autant de réponses que de personnes, puisqu'on a tous un rapport particulier à l'argent. Et on m'a répondu la liberté, la puissance, parfois, la sécurité. Et moi, si je te pose la question, pour toi, avoir de l'argent aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que d'abord, je pense qu'avoir de l'argent, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que souvent, on voit le côté positif, qui est le côté positif.
On voit le côté, ce qui est vrai, hein, de pouvoir vivre avec un peu de quiétude, pas se poser de questions, etc. C'est un vrai sujet. Mais je pense que c'est une forme de responsabilité. Parce que l'argent, quelque part, ce qui compte, c'est pas d'en avoir, c'est ce qu'on en fait. Et moi, l'argent, ce que ça me donne comme possibilité, c'est de faire des projets. C'est de faire des projets professionnels. Donc, ce qu'on a fait avec Charles et l'ensemble de l'équipe quand on a créé Epopée Gestion, c'est de mener des projets personnels, c'est de faire d'autres choses, parfois dans d'autres domaines pour les autres. Je ne sais pas m'atteler là-dessus, mais ça aussi, c'est important. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. C'est pas... Bien sûr qu'il y a... Je pourrais dire aussi, parce que c'est vrai, puisque tout ça, c'est une forme de liberté, parce que c'est la liberté de faire des choses que plein d'autres personnes ne peuvent malheureusement pas faire, et ils essaient déjà de finir le mois comme ils peuvent. Ouais. Donc, mais plus que ça, c'est de faire des choses que j'espère, en tout cas, dans bien des cas, au-delà de ce que je fais pour moi, et il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas plaisir non plus. Hein, je ne suis pas obligé d'être judéo-chrétien jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est aussi d'avoir potentiellement un peu d'impact et de faire des choses avec. Bon, pour moi, ce qui est important, encore une fois, je ne suis jamais à l'aise avec l'idée de dire les gens qui ont de l'argent, c'est bien, pas bien. Je pense que le vrai sujet, c'est ce qu'on fait avec son argent. Voilà. Et ça, c'est important. Le sens qu'on lui donne à cet argent. Ok. Je vais te poser une dernière question pour conclure. Qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter ? Qui est-ce que je pourrais appeler de ta part pour un prochain épisode ? Ça peut être n'importe qui, ça peut être une personne du monde religieux, une personne business, une star de cinéma. Il y a plein de noms, je pourrais citer, parce qu'il y a plein de gens vraiment comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Donc, j'ai fait beaucoup de très 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 belles rencontres. Alors, sachant que Jamy, je lui ai posé la question, il m'a dit Thomas Pesquet. J'ai essayé de joindre Thomas Pesquet de la part de Jamy, il n'a jamais répondu. C'est compliqué. Hein. Alors, il y a quelqu'un, s'il était toujours vivant, que je te conseillerais d'inviter, il m'a fasciné. Ouais. C'est Pierre-Gilles de Gênes, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est décédé, qui a dû mourir dans les années 90, qui était un physicien, qui était un des premiers prix Nobel de physique en France, avant Charpak, qu'il a été juste l'année d'après. Ils sont décédés tous les deux, et qui donc lui était quelqu'un qui travaille sur les polymères et qui avait cette capacité que je trouve fascinante de vulgariser les choses. Ouais. Parce qu'inutile de dire que, bien entendu, ce qu'il traitait comme sujet, c'était incompréhensible pour le commun des mortels, même pour le commun plus des mortels. Et par contre, lui, il me fascinait c'était un des premiers qui venait sur les plateaux de télé, qui expliquait comment ça marchait avec des expériences et tout. Donc s'il avait été vivant, je t'aurais dit invite-le, parce que tu vas passer une expérience assez incroyable. Ouais. Et puis sinon, si je prends quelqu'un que tu peux vraiment inviter, parce que ça, c'est quand même plutôt le sujet. Ah, peut-être que je pourrais le faire parler, Pierre-Gilles de Gênes, avec l'inté. Ouais, exactement, c'est possible. C'est possible. On fait chanter Freddie Mercury, je peux chanter de l'Adèle, donc tout est possible. Ouais, c'est vrai. Mais non, qui je pourrais te dire il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un entrepreneur, qui est quelqu'un que je trouve être une belle personne, qui s'appelle Sébastien Delafont, qui est le fondateur de Meilleurs Agents. Tu connais peut-être. Oui, bien sûr. Tu connais peut-être Sébastien tout court d'ailleurs. Non, je le connais pas personnellement, mais je le connais. Sébastien, c'est quelqu'un, je le dis comme ça, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu au tout début de son entreprise, dans laquelle j'ai fait investir et je l'ai pas fait. Ouais. Que j'ai vu passer par tous les couleurs de l'arc-en-ciel, y compris pas loin de la faillite, je pense, qui a vendu sa boîte il y a 2-3 ans et qui est une personne qui est par ailleurs une très belle que j'ai eu comme client quand j'étais chez Arkea, qu'on a financé, et que c'est par ailleurs, je pense, une très belle personne. Je pense que si tu invité Sébastien, tu pourrais parler à la fois d'argent avec lui, il connaît bien le sujet, parce qu'il a de meilleurs agents, c'est une boîte qui travaille notamment sur, pas que, mais notamment sur la valorisation des biens immobiliers, qui est toujours d'ailleurs, et qui faisait la mise en relation pour la vente d'actifs, donc connaît très bien le sujet de l'immobilier, et qui en même temps est quelqu'un qui a des vraies valeurs et qui peut raconter des très belles choses avec beaucoup de profondeur. Donc je pense que tu passerais un bon moment avec lui. Voilà. On va passer un bon moment ensemble. Attention, je vais vraiment l'appeler. Tu as raison. Ronan, je rappelle que tu es dirigeant, directeur général et cofondateur d'Epopée Gestion. Je te remercie de m'avoir fait confiance, de t'être confié sur ce sujet aussi simple que complexe qu'est l'argent. J'espère que vous aussi, qui nous écoutez, avez apprécié cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Ronan. Merci à toi, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Gling. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le sur vos réseaux, avec vos amis, avec votre famille. Je ne suis personne dans l'univers du podcast, je débarque de nulle part, et quelques personnes connues ont décidé de répondre à mes questions sur l'argent, et je les en remercie. Pour le reste, je suis Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, et je vous dis à bientôt en attendant un nouvel épisode. Gling.